Donc on repart les amis, alors la baguette. Non, juste avant quand même, sprint final dans les négos de la grande distribution. Donc le syndicat des grands distributeurs, je ne sais plus comment il s'appelle, nous dit que les hausses demandées par les industriels s'élèvent en moyenne à 7-8%, et donc il n'est pas question qu'ils laissent passer ça. Je ne sais pas si on peut le voir, il y a Intermarché, parce que ça, c'est une séquence... Elle est régulière, hein. Moi ça fait 20 ans que je suis les négos dans la grande distribution. Voilà, donc là c'est Intermarché qui déférence, alors je ne sais plus quoi, on ne va pas le dire d'ailleurs, peu importe, mais je crois que c'est... du café. Ouais, c'est Nestlé je crois, hein. Je crois que c'est des marques Nestlé, enfin bref. Non, mais on peut la remettre, la fiche elle est intéressante. Et donc qui explique, et ça on va en voir dans les magasins, qui explique que les hausses demandées par cet industriel sont beaucoup trop importantes, que donc désolé, vous ne trouverez pas... ce dont vous avez besoin ou ce dont vous avez envie dans le magasin. Ça nous amène donc à la baguette Leclerc. Et alors, Nicolas, je dois dire que tu m'as beaucoup surpris. Donc, on va pas refaire le sketch, hein. La baguette bloquée à 29 centimes d'euros. Et alors, Nicolas, tu as fait un post, mais très très vite, hein, sur LinkedIn. Monsieur Leclerc, je vous demande solennellement. Solennellement. Parce que là, on en sourit, mais ton poste, il était... Bah là, on va pas là. Il était... tu as envoyé du bois, quoi, comme on dit. Ouais. Pas mes lunettes. Et Leclerc, alors il ne te répondait pas, mais il s'en est pris tellement des posts comme celui-là que le même jour, il fait en fait une forme de réponse. Où il dit, mais enfin, qu'est-ce qui vous prend? Ça dure depuis 1 an, cette histoire. Nous, on dit juste qu'on la bloque, voilà. Le prix de la matière, alors il donne un truc quand même très intéressant, Leclerc. Il dit, si le blé augmentait de 30%, l'impact final sur la baguette, c'est 1 centime d'euro. Donc, de quoi vous me parlez? Et pour le reste, on a 2000 boulangers. Et c'est même pas la majorité de nos ventes, cette baguette à 29 centimes d'euros. Ouais, ça doit simplement. être 30%. 30%, il dit, voilà, c'est 30% de leur vente de pain. Et qu'est-ce qui t'a pris, Qu'est-ce que Nicolas? tu dis de bord dans ce poste Pardon? Je vous demande c'est solennellement, démagogie. au nom des entrepreneurs, alors il a fait un peu de politique, donc il dit au nom de nos entrepreneurs, de nos boulangers, de nos campagnes, d'arrêter cette expérience. En fait, il y a un double... Vas-y. Il y a un double discours. Le premier discours, c'est d'essayer de faire croire à tout le monde que dans ces grandes surfaces, on mange de la baguette, contrairement à nos boulangeries. Voilà. Ça n'a rien à voir en termes de produits. C'est comme comparer, je sais pas moi... Ok, on comprend. Bon, Vas-y, ça, continue. c'est déjà le premier point. Voilà. D'un côté, on fait de l'industrie, on produit vite, on respecte pas la fermentation, on rajoute des produits additifs, on rajoute des arômes de blé pour faire croire, et on essaye de faire croire qu'on compare deux produits qui sont identiques. Bon. De l'autre côté, j'écoute beaucoup Michel-Édouard Leclerc qui nous explique que son objectif, c'est le circuit court, c'est de préserver les commerçants de proximité, c'est de travailler dans un espèce d'écosystème pour favoriser, etc., au pouvoir d'achat. Je dis juste qu'en continuant de faire cette communication qui est pour moi, je trouve, démagogique, au moment où il l'a fait, ça va contre l'intérêt aussi de nos petits commerçants. Et c'est là-dessus, moi je connais, j'ai travaillé dans la boulangerie très jeune, à l'âge de 12 ans, je sais ce que c'est que de me lever à 1h du matin, de préparer mon baguette, de respecter la fermentation, de livrer, et on compare des choses qui ne sont pas comparables. C'est pas grave, tu la vends 3 ou 4 fois le prix. Voilà. C'est Non, pas ton alors, problème. C'est pas grave, c'est pas la même cible. Mais évidemment. Bah, Attends, moi, la baguette Leclerc, Auchan, Intermarché, je suis fils d'ouvrier, on était 6 à la maison, je vais te dire, heureusement qu'on avait des baguettes pas chères, on n'avait pas les moyens d'aller à la boulangerie. Et en attendant que le pouvoir d'achat, alors on peut dire, oui, c'est pas parce que t'es pauvre que t'as pas le droit à la qualité, etc. J'entends tout ce discours. Mais cette baguette-là, elle va nourrir des gens. Cette baguette-là, elle sert aussi des gens qui n'ont pas le pouvoir d'achat. Alors, excuse-moi, je vais être un peu provoque. Vas-y, t'as raison. Moi, je suis dans mon 6e arrondissement, je peux me payer la baguette Compagnon de France, etc. C'est pas... Mais pense à tous ceux qui sont à la campagne ou qui sont en périphérie, en banlieue, etc., qui n'ont pas les moyens de se payer la baguette fermentée préparée par Nicolas à 4h du matin. Il faut penser à ces gens-là. 2 heures, pardon. Donc, moi, je pense qu'au contraire, Édouard Leclerc, il fait une segmentation classique, il s'adresse à une cible avec un prix d'appel, un prix coûtant, il fait du marketing. Et en même temps, ça sert ceux qui en ont besoin. Donc, bon, défendre l'artisanat, le commerce... Voilà, j'ai rien à dire. Il y a une autre cible. Celui qui va aller acheter sa baguette à 2 euros, 3 euros, celui qui paye sa galette des rois, et Dieu sait que j'ai rebondi, à 25 ou 30 euros, c'est pas celui qui va aller acheter sa baguette à 20 centimes ou 20 Ouais, là, centimes. tu vois, Nicolas, j'ai pas compris le truc. C'est pas 20 centimes. Je trouve, mais c'est mon avis personnel, je trouve que dans sa forme, dans la communication, profiter d'annoncer ce blocage de prix et de se mettre les artisans, je trouve pas ça très fort. Mais il vient de te dire, Aziz, c'est à ce Oui. moment-là, c'est pas quand cet angoissement... C'est comme faire croire que chez McDo, tu manges un hamburger. Bon, bah, on sait tous que voilà, on connaît le système. Michel-Édouard Leclerc, tu peux pas lui faire ce procès, c'est toute sa vie.
Toute sa vie, lui et son père, le premier combat, 1976, bloquer le prix de l'essence parce que l'essence flambe. C'est toute sa vie et tous ses risques. Parce que, on l'a oublié, hein, mais l'essence, c'est une cascade de procès. Il a fait même évoluer la législation européenne, en fait, dans ce combat. Oui, c'est vrai. Et à chaque fois, c'est la même chose. C'est d'ailleurs très intéressant en termes de marketing, parce qu'à un moment, ça paye. Tu vois, voilà. Il n'y a plus personne n'a le moindre doute sur le fait que Leclerc défend le pouvoir d'achat. Je ne vois pas ce que tu peux lui reprocher, très franchement. Là. Tu défends le pouvoir d'achat, tu attires toute une partie de ta clientèle pour prendre de l'essence, pour te faire consommer dans tes grands magasins. C'est pas à toi que je vais apprendre qu'il y a une stratégie. Il y a une stratégie commerciale, marketing, dans le but. Il ne le fait pas que pour le bien des Français. Il fait le bien pour attirer les gens dans ces grands magasins. Comme tous les entrepreneurs, ils font du bien pour attirer les clients. Très rapidement, mais soyons honnêtes jusqu'au bout. Je vais t'expliquer un truc, très rapidement. Il se trouve que je connais le groupe Leclerc de l'intérieur. Leclerc, d'ailleurs, vous l'avez suivi quand même, hein, dans la grande distribution, les indépendants sont des indépendants, hein, Leclerc. D'ailleurs, Michel-Édouard Leclerc, il dit ce qu'il veut, mais derrière, je peux vous assurer que dans les conventions Leclerc, mais j'ai vu des affrontements, mais homériques. Tous les indépendants sont suivis avec un indice de prix ultra local. Ils sont obligés d'être 2%, alors peut-être que ça a évolué, mais à l'époque où j'avais connu ça de l'intérieur, en dessous de cet indice de prix. Sinon, la centrale leur colle des amendes. Ça veut dire que l'effort qu'ils font sur la baguette, mais ils le font sur tout et en permanence. Et si ça ne marche pas, comme pour Intermarché, tu ne le trouveras pas dans le supermarché Leclerc. Donc tu vois, ce n'est pas une posture liée à cette baguette. Voilà, c'est un positionnement, comme le dit Aziz, marketing fort. Vas-y Stéphane, parle. Très rapide, sans tiroir. Moi je pense que autour de cette table, tout le monde a raison. Ce que je ressens de la défense de Nicolas, c'est que Nicolas, il défend la qualité. Et il est vrai que j'avoue que... J'étais là le jour où tu as parlé de cette baguette. On était tous surpris que ce sujet soit aussi important pour toi. Mais on sait que cette baguette, elle n'est pas terrible. Voilà. Et on sait que dans la grande distribution, tu n'auras pas ce que tu as chez Ediard au coin de la rue, quoi, ou chez ton boulanger, ou ton charcutier, ou ton boucher. On n'est pas obligé de parler d'Ediard, hein. On peut parler de petites boulangeries dans les petits villages de France. Non, mais justement, parce que justement, le petit artisan, le petit charcutier de province, il n'a rien à envier à Ediard. S'il voulait la mise en place. Ediard, c'est l'inverse. On fait du cinéma pour te mettre un truc qui a la même qualité qu'un super charcutier de province. La grande distribution, c'est pas son rôle. On l'a voulu. Le monde moderne a voulu, à un moment donné, exactement ce qu'expliquait Stéphane. Il fallait trancher dans les coûts. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de notion. Ils essayent, la grande distribution, de mettre la qualité comme étant un de leurs critères. Ben non, en fait. Et ce qui était peut-être maladroit, c'est là où je te rejoins juste, c'est au moment où il l'a fait, on commence à rentrer dans une période électorale, machin, où le pouvoir d'achat avec l'inflation... C'est pour ça qu'il le fait. Mais moi, je vous défends. On sait très bien que donc, en fait, il ne peut pas défendre la qualité, donc il fait du marketing en défendant, entre guillemets, le rôle social de la grande distribution. Entre toi et moi, Stéphane, on le sait que c'est du marketing, donc tout le monde a raison dans l'absolu. Je dis pas que Michel-Édouard Leclerc n'a pas raison de le faire. Attends, j'ai juste rallumé, moi, ouvrir un petit tiroir, parce que pourquoi ça me tient à cœur ? C'est la grande distribution, en fait, qui me tient à cœur. Et depuis, mais ça fait 20 ans, on a là un atout industriel et commercial, une invention du génie français extraordinaire. Et ce même Thomas Philippon, quand il est venu nous voir, a dit quelque chose de très très juste. Il a dit... Arrêtons. La question, c'est pas de savoir pourquoi on n'a pas de Google européen. On n'a jamais été dans cette course-là. La question, c'est pourquoi il n'y a pas un Tesla allemand et pourquoi il n'y a pas un Amazon français. Oui. Et parce que, à taper systématiquement sur la grande distribution, à en faire une sorte de sport national, on a, qu'on le veuille ou non, cisaillé les jambes de ces entrepreneurs incroyables qui auraient pu, peut-être, faire Amazon dans les années 90. Voilà, c'est pour ça que ce sujet me tient à cœur. C'est un autre modèle. Mais il est passionnant. Je sens que... C'est un autre modèle. non, mais c'est un autre modèle. Sens que je fragilise ta position avec cet argumentaire. Tu donnes des arguments, mais on connaît tes qualités, Stéphane. Bon. Hein. Tiens, Stéphane, ça aussi c'est intéressant. Ouais, Bourse Garo-Choc. Ah mince. Non, tu te souviens, on en avait parlé ensemble. On avait parlé ensemble de donc Robinhood. Ouais. Donc cette application américaine sur laquelle se sont rués les particuliers américains pendant le confinement. Entre autres, qui donc a profité de la hausse des marchés, continue, voilà. Et puis arrive ce qui est arrivé la semaine dernière. Donc c'est un record absolu, hein, Facebook, c'est ça, 200 milliards de pertes de capitalisation en une journée. Oui. Alors, moi, j'ai lu, justement, je voulais ton avis là-dessus, que en fait, ces particuliers américains boursicoteurs
allait changer la façon dont le pouvoir politique regarde les mouvements boursiers, parce que il n'est pas possible que les gars perdent leur chemise comme ça en 3 semaines, enfin, que ça allait devenir un sujet politique. Est-ce que tu... Vas-y, dis-moi un petit peu comment tu regardes ça. C'est difficile parce que c'est un sujet extrêmement dense et extrêmement large. Ouais, mais il faut, alors, tu es capable de le faire en 3-4 minutes. Je te donne mon point de vue très rapide sur cette histoire de Facebook. C'est un sketch, mais je fais partie des gens qui, même si je travaille dans la finance, continuent à dire on est arrivé dans un monde où en fait l'effet d'annonce est devenu n'importe quoi et que les réactions des marchés, qu'ils soient institutionnels ou particuliers, des fois je ne les comprends plus, et a fortiori dernièrement. Parce que là, ce qui s'est passé sur Facebook, c'est une blague. Et quand tu discutes avec des gérants, ils te disent ouais, tu te rends compte, c'est la première fois qu'ils perdent 1 million de visiteurs. Machin. Ils ont 1,8 milliard quotidiens. C'est un détail. Bon, c'est un détail. Non, pas sur le modèle. Le détail, c'est la réaction de marché, elle est lunaire, mais je peux t'en sortir 50 sur les 2 dernières années, des réactions de marché. Alors, comment tu l'expliques ? Alors justement, c'est là où je reviens sur la deuxième partie. La question de Stéphane, c'est ça, c'est le pouvoir politique est en train de tourner. C'est-à-dire qu'avant, ça se faisait un peu, je caricature, la World Company, les grands banquiers, entre politique et grands banquiers, on maîtrisait un peu le marché et les effets. Et j'ai toujours dit que la crise des années 2000, cette fameuse première crise point quelque chose, elle était due à la première fois, et je suis un acteur de ça, de la digitalisation et de démocratiser l'accès à la finance. N'ouvre pas des tiroirs, va au but. Donc, elle était due à... De 2000 à 2003, la crise, c'est que le petit plombier du coin, le boulanger du coin, il a pu, pour la première fois, ne plus passer par son banquier et son compte titre quand il a voulu boursicoter. Et il a commencé à boursicoter. Et dès qu'il s'est rendu compte qu'il avait cru dans des projets point quelque chose, qui prenaient 300% en 2 semaines, mais qu'en fait, derrière, il n'y avait rien, le business model, et ben il a la même réaction que n'aura jamais un gérant, ni étatique, ni institutionnel, ni d'une société de gestion privée, qui va donc connaître les fondamentaux avant d'investir pour rentrer, avec 2 ans d'avance, et les fondamentaux avant de désinvestir pour sortir. C'est Warren Buffett qui l'explique. Donc tu dis que le particulier, en fait, il vend tout de suite, lui, sans discernement. C'est ce que dit Warren Buffett. Quand tout le monde y va, j'y vais pas. Quand personne n'y va, j'y vais. Et là, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui commence à se passer. Mais ça va plus loin, et je finis là-dessus, comme ça je laisse après la parole, pour pas te faire de tiroir. Ça fait un certain temps qu'on est quelques-uns à discuter du sujet, que de toute façon, le monde est en train de changer, et que ces réseaux sociaux, Meta comme un autre, parce qu'on parle pas que de Facebook, on parle de Meta, vont changer le monde dans la philosophie politique, dans toutes les décisions, pas que la finance. C'est-à-dire que demain, on votera plus à droite, à gauche, démocrates, républicains, extrême droite, extrême gauche. Non, on votera les Google, les Amazon, je caricature, les Snapchat, les Alibaba, etc., etc. En fait, ces communautés deviennent tellement puissantes, tellement dans l'influence. C'est plus simplement je montre un email et je gagne 1 million de vues. Non, c'est que maintenant, ça a un impact sur le cours de bourse. Ça a un impact sur la stratégie de M. Zuckerberg, qui se retrouve donc à se prendre une claque. Il réunit tout le conseil d'administration. Et le mec, même s'il est complètement dans son monde, a dû se poser la question de son business model pendant une fraction de seconde. Mais j'ai pas compris où tu veux en venir, Stéphane. Je veux en venir que je vais dans ton sens. C'est-à-dire que la réaction des petits porteurs, qui donc sont rentrés en bourse à un moment donné, et c'était ce que j'appelais de mes vœux, il faut faire attention qu'aujourd'hui, ça devient une influence très forte quand ils ont le réflexe inverse. Parce qu'en effet, ils ont la trouille. Et que si tu le multiplies aux États-Unis avec en plus que déjà une partie de leur épargne qu'ils n'ont pas mis eux-mêmes et dans un fonds de pension qui lui-même est aussi en bourse et pas garanti sur un fonds euro livré, on va pas revenir là-dessus, bah ça fait des éléments de flux financiers qui sont assez importants. Je ne suis pas un spécialiste, mais ça m'effraie de savoir que le petit porteur peut aller bousculer Facebook et lui faire perdre ça autant commence. en si peu de temps. Ça commence. Ça s'appelle la démocratie, le pouvoir de la foule. Le pouvoir de la foule. Mais c'est ça qui est inquiétant, Stéphane. Ah, moi, ça m'inquiète pas, mais... Si, en finance, parce qu'en finance, c'est un peu compliqué. Pourquoi ? Parce que vous n'allez pas être tout seul à faire des conneries, c'est ça le truc ? Non, mais c'est très bien que moi, je ne fais pas le produit financier. Les financiers sont vendeurs à découvert. Enfin, tu vois, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Ok, je veux bien pour celle de 2000. Oui, non, j'ai pas parlé de 2008. Des impacts boursiers. Non, j'ai pas parlé de... Non, mais attends, t'inquiète pas. 2008, le particulier, entre guillemets, à part certaines formes de naïveté à avoir 18 000 prêts sur des biens immobiliers, mais à part cette... Non, là, celle de 2008, c'est-à-dire celle qui est la plus lunaire de l'histoire de l'humanité, elle est entre banquiers, t'inquiète pas, ils resteront toujours plus forts. Hein. Voilà, quand ils merdent. Non, ce que je veux dire juste, c'est que tu posais la question de est-ce que ça devient politique ? C'est pas ça devient politique, c'est des enjeux pour les politiciens. Ça devient politique, mais parce qu'en fait, je suis en train de te dire que de toute façon, la relation à la chose publique, à la politique dans la chose publique, est tant mieux sur certains sujets, comme le social, l'égalité des chances, ce dont on parlait, le woke ou pas woke, voilà, ça c'est très bien que le peuple, entre guillemets, grâce à ces réseaux sociaux, puisse s'exprimer, même si tu as un nombre de tordus improbables qui a le droit de dire maintenant des choses qu'il n'osait pas dire et qui n'étaient pas relayées. Sur la finance, peut-être que j'ai un défaut, tu as raison. Je dis, attention, c'est quand même un truc de spécialiste. Même moi, il y a des... il y a des sujets dans la finance sur lesquels je ne vais pas.
Ok. Je les comprends, Ok. mais j'y vais pas parce Ok. que je suis pas dimensionné pour. C'est pas mon métier. Enfin, Qu'est-ce qu'il faudrait? Il faut instaurer un permis d'investir pour le petit Non, porteur, avec un A derrière, le temps de... C'est un fait. Et quand tu discutes aujourd'hui avec des gérants, et c'est pas la première fois, il y a eu l'histoire de Tesla, il y a eu tout un tas de trucs où l'autre il lâche un tweet, il se fait carboniser par son conseil d'administration, parce que Musk, et l'action fait comme ça, et donc tu as des mecs qui rentrent au bon moment, qui sortent au bon moment, comment ils ont eu l'info, etc. C'est les réseaux, Bon, c'est l'information, c'est Twitter. Ceci, juste pour conclure sur ce sujet, pour évoquer ce que disait Aziz tout à l'heure, les chutes sont à la hauteur des hausses du passé. On est loin. Je veux dire, on est aussi, ça perd 200 milliards là, mais ça a gagné combien depuis 15 ans? On est dans des chiffres qui sont... Nicolas, c'est la vitesse. C'est la vitesse. Oui, Ouais, c'est ça c'est la qui change avec les réseaux Mais tu sociaux, sais que donc avec la Vox Populi. Avant, ça restait, je le redis, entre spécialistes qui savaient maîtriser les flux du marché. Il ne faut pas oublier que c'est important parce que les gens paniquent, ils ont raison, c'est ça que je veux dire Stéphane, hein. Ils ont raison de paniquer, ils ont raison de se faire peur. Là, c'est très complexe l'histoire de Meta. Parce que qui est gagnant derrière? Pour autant, tu as Google qui monte, tu as Apple qui monte, c'est des J'ai pas appris beaucoup d'adages de bourse, mais il y en a un qui me plaisait beaucoup, c'est If you panic, panic first. Ouais, alors, bon, Voilà, ça a bien- celui-là, ils l'ont tous retenu. Je ceux-là, t'invite à tu vois. regarder un film C'est sur le crack de Margin Call et tu vas voir la 88, ça, non conséquence que ça a eu. Parce Un que crack de 88, non? Je sais pas, Non, il faut panic, panic first, c'est un truc qui se dit, c'est comme on rattrape pas un couteau en train de tomber, c'est comme, enfin, voilà, tu sais, c'est les adages de bourse, le rebond du chat mort, enfin t'en as des tas qui Sauf sont, si tu sais qui sont le faire. plein de vérités Sauf à si chaque tu fois. sais le faire. Rattraper le couteau là, si tu sais le c'est faire, chaud. si hein. tu sais le faire. Regarde, Ah, tu si vois, tu sais le le président du Salvador, il a essayé de le faire avec le Bitcoin là, Ouais, bah, voilà. il s'en est même Ouais, voilà. félicité par un Ouais, tweet ouais, et puis ouais. bim. Voilà. Mais c'est parce que c'est un Ça grand lui a coupé la spécialiste du main, quand Bitcoin, le président du Salvador. Ça lui a Je veux dire, on est en train de parler Bon d'un les pays gars, qui a on une est en banque train de centrale partir hyper pointue. dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on n'a pas traité comme sujet? Ah bah oui, Orpea. Ah. Contagion, nationalisation. Comment? Alors, le sujet, moi je veux pas vous demander quelles sont les conditions réelles dans les EHPAD, etc. Et tout, c'est pas notre sujet ça. Non, moi je suis frappé. C'est pour nos parents. Je plaisante. Ouais. On n'ira pas. Non. On n'ira Comment pas. est-ce que vous vivez le... T'as connu ça un petit peu, Aziz, toi, avec les VTC. C'est-à-dire, à un moment, t'as un secteur entier qui part à la cave. C'est-à-dire, il n'y a plus aucun discernement dans le secteur public. C'est tout le monde est logé à la même enseigne. Tout le monde est coupable. Sans même d'ailleurs avoir vérifié. C'est assez violent quand même, hein, quand ça arrive sur un secteur économique comme ça. Comment est-ce que tu... Moi, comment je l'analyse, c'est qu'il y a peut-être eu des dérives, je ne sais pas, comme tu le disais tout à l'heure. Je me dis que sur un secteur comme ça, il y a une sorte d'abcès qui est en train de crever et on est en train de tourner une page. Il y a un nouveau modèle qui va apparaître. Peut-être que ce modèle est un petit peu ancien. Peut-être que la façon d'appréhender, d'organiser, de manager les choses, peut-être que... les prix n'étaient peut-être pas aussi alignés à la qualité de service. Je me dis, oui, effectivement, qu'il y a de nouveaux entrants et peut-être que la façon de faire de grand-papa va... Mais de nouveaux entrants, c'est eux les nouveaux entrants, Aziz. Attends, Orpea, Corian, etc., c'est eux qui aujourd'hui sont... Oui, comme l'étaient les taxis avant Uber, t'as raison. Comme l'étaient les taxis avant Uber. Ah, tu crois qu'il va y avoir une ubérisation des EHPAD? Pas une C'est chaud quand même. pas une ubérisation, mais une nouvelle façon d'organiser et de faire les choses, oui. Je pense. Ah oui, c'est-à-dire que tu dis une crise d'une telle ampleur, c'est... De faire péter le modèle et de le C'est une prise de réorganiser. conscience, Mais ouais. pas Non, forcément. c'est une opportunité pour un entrepreneur. Ah oui. Ah oui. Tu dis ça comme si tu étais en train de regarder... Ah non, non, non. Non, mais déjà, il y a des marques que tu peux citer qui, normalement, devraient traverser tout ça sans être Finger trop touchées. Hein. C'est-à-dire... Bah, il y a dans le top 4 ou top 5, tu as un groupe en particulier, et c'est un domaine que je connais bien, parce que moi, je vends des investissements en loueur meublé non professionnel à des clients. Corian, Orpea, Domusvie, Colisée, etc. Moi, je l'ai fait pendant des années. Ça fait 20 ans que je le fais. Comme on vend des lois de défiscalisation, des secteurs sauvegardés Malraux, c'est de l'immobilier d'investissement. Mais C'est un sujet que je ils connais achètent très, quoi, très les gars? Ils achètent un appart dans une résidence Ils achètent une chambre médicalisée ou pas? médicalisée. Là, on parle Ouais, c'est ça. d'ultra médicalisé. Ils achètent une chambre ultra médicalisée dans une résidence avec un bail d'exploitation qui les engage sur plusieurs années et qui leur garantit un loyer et un service pendant plusieurs années. Voilà. Donc, Mais pas forcément pour eux, c'est un Ah investissement. non, c'est un investissement Un pur. investissement Donc là, pur. vous avez des gens qui sont en face qui, à un moment donné, sont choqués d'entendre on découvre que le secteur privé veut gagner de l'argent. Alors, il y en a évidemment qui nous ont rappelé, parce que ça fait moins 15 jours que je passe mon temps à faire ça, à désamorcer. Des clients qui, évidemment, veulent donner du sens à leur investissement. Et quand ils entendent que l'argent la boîte dans laquelle ils ont investi, certes, ils cherchent du rendement, etc. etc. Mais oui, se comportent non, mal mais on est sociétalement. Bon, mais il y en a d'autres qui te disent, qu'est-ce que c'est que ce cinéma? Évidemment, ils sont là pour Mais gagner de alors l'argent, ils sont laquelle cotés.
Laquelle va s'en sortir? Ah oui, ceux qui sont pas Ouais, cotés. Domusvie est pas coté, par exemple. Domusvie n'est pas coté. Bah, Orpea est coté, Corian aussi, mais Voilà. Orpea, c'est surtout le gros leader à l'international, c'est un savoir-faire. Mais il y a un groupe familial qui aujourd'hui a des actionnaires à son capital qui s'appelle Colisée, un groupe bordelais qu'on connaît très bien, c'est le numéro 4. C'est les premiers à être allés en Chine. C'est Natixis derrière qui a aidé le développement de cette boîte-là. C'est un truc familial. J'ai pas eu. T'as une idée Son du chiffre PDG, d'affaires? Faut que j'ai une C'est idée le de sa quatrième. taille. Alors le chiffre d'affaires, non. En nombre de lits, on commence à être sur plusieurs dizaines de milliers. Ah C'est oui, le voilà. quatrième. Non, Ah ils ouais, connaissent c'est bien un leur vrai sujet. gros truc. Ah ouais. Et eux sont des spécialistes, tu vois, des centres de remise en forme pour sportifs, etc. Donc c'est un truc très. C'est pas que le médical, EHPAD, c'est le médical à la base. Mais je serais assez curieux. J'ai pas eu le grand patron que j'avais rencontré à l'époque sur une anecdote assez drôle, mais lui, j'aimerais bien savoir comment il prend ça, parce que lui, ça fait des années qu'il attache une importance fondamentale à la positionnement du service médical. Parce que c'est des gens qui avaient un médecin comme Et il doit associé être au départ. secoué lui aussi, forcément. Ils sont hein. tous secoués. T'imagines bien que le mec en est. Imagine-toi le directeur d'un EHPAD Orpea, avec qui ça se passe bien, comme dans 90% des maisons de retraite Orpea, où l'aspect social entre le directeur et ses équipes se passe hyper bien, avec toutes les contraintes d'un EHPAD. C'est horrible, c'est un mouroir un EHPAD. Et ils se prennent ça à pleine face, parce qu'en fait, il y en a quelques-uns qui ont fait n'importe quoi. Peut-être. Parce que le problème de. Peut-être, on verra. Parce que... Le vrai problème là, Nicolas, c'est le rapport qualité-prix. Stéphane, pardon, c'est le rapport qualité-prix. Je suis flatté. Ouais, pardon. Non, c'est parce que je te regardais. C'est un autre Nicolas. Non, oui, peut-être exactement. Tu as raison. Non, mais c'est un sujet qui est très important parce que c'est un sujet où on a l'air de découvrir. Je finirai juste là-dessus. Mais c'est hyper important, intéressant, Stéphane. vas-y. On a l'air de découvrir que le secteur privé, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure sur l'investissement de l'État, doit gagner de l'argent. Bon, la notion, c'est qu'il ne faut pas que ça dépasse la mesure du raisonnable et qu'on sorte de toute humanité, évidemment. Ce qui me fait un peu peur dans la Le taux de réaction- marge d'Orpea, c'est 4%. hein. Non, mais c'est. Alors, merci, il va plus vite que moi. Voilà. C'est gentil. La grande On n'est distrib, pas- c'est 2. Hein. Voilà, on n'est pas sur de la SS2I qui Ah, bah fait oui. 35%, On est ou un d'accord. promoteur immobilier qui fait 25%. On est quand même sur un truc qui est. Moi, j'ai toujours dit à mes clients, parce qu'attention, un EHPAD n'est jamais 100% EHPAD. Ce sont des maisons médicalisées en général à 50% et 50% une aile EHPAD. EHPAD, c'est encore pire que médicalisé. Un EHPAD, c'est Parkinson, c'est Alzheimer, c'est grande dépendance. Non, mais c'est hyper important parce que c'est Jacques Chirac qui avait lancé ça en 2002. Ça fait 19 ans que ce sujet est sur la table. Et Emmanuel Macron l'avait mis aussi comme étant une priorité nationale. Le problème, c'est qu'il s'est pris le Covid. Bon, mais il a dû Non, arbitrer. mais même Voilà. sans le Covid, il ne l'aurait pas fait. Non, mais il y a un vrai sujet, Stéphane, parce que moi, j'ai un peu peur, juste, mais je te l'ai dit quand on en Vas-y. a parlé. J'ai un peu peur du ruissellement derrière. Parce que là, aujourd'hui, on pointe du doigt tout le secteur privé qui ne représente que 20% des EHPAD en France. Il y a Ouais. 25-30, c'est les associations, et 50%, c'est l'État. Bah, attention qu'on ne soulève pas le capot et qu'on n'aille pas se rendre compte de l'état des EHPAD en France sur tous les secteurs. Parce que ce jour-là, à mon avis, Tu m'étonnes. ça va nous faire drôle. Amusons-nous à faire la Donc- comparaison entre les cliniques et les hôpitaux publics, cliniques privées, hôpitaux publics. Et on va se rendre compte qu'il faut faire très très attention quand Ce on a qui été obligé me- de choisir les patients qu'on allait soigner ou pas dernièrement en hôpital public, malgré tous les efforts qu'ont fait les gens qui travaillent dans l'hôpital public en France et qui sont mal considérés. Attention à ça. Ce qui me frappe par rapport, on a commencé cette émission avec donc l'apprentissage, les créations d'entreprises, Les bonnes nouvelles. le secteur privé, etc. Et là, il y a une espèce, même donc Richard Ferrand. Alors j'ai assez peu, enfin personnellement, bon, j'ai jamais compris ce qu'on pouvait trouver à Richard Ferrand, mais donc il est censé quand même représenter l'aile, on va dire libérale Ah bon de Ouais. l'échiquier politique, non? Quand même. Ah, comme Pécresse est censée être la candidate de droite. Ben ouais, t'as raison. Bon. Les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes ou en perte d'autonomie ne devraient pas être à but lucratif, nous dit le troisième personnage de l'État. Et le problème sera le même. C'est étonnant quand même, ce réflexe, t'as un problème, l'État est une solution, la nationalisation est une solution. Bah, c'est bien, ça recoupe l'autre sujet. L'État actionnaire, l'État investisseur, on sait tous que ça gère beaucoup mieux. On le sait tous. Ouais, c'est ça. Parce que tu reparlais du déficit. On sait très bien qu'ils feraient tous mieux que nous autour de la table et qu'ils font beaucoup mieux que nous et qu'ils feraient mieux que tous les acteurs, évidemment. Mais c'est une tenir compte de ce type de propos en campagne présidentielle, ça n'a pas de sens. C'est Oui, tu as- populiste, ouais, t'as ils pas regardent tort. les choses à Oui. travers un autre prisme. Et leur Là, contrainte à eux, c'est d'être Nicolas, équilibré. tu as un avis là-dessus? Tu regardes ça? Non. Moi, je dois dire, ça me fascine cette histoire. Ça me fascine. Oui, moi Pourquoi je suis. C'est un sujet de société. En plus. Non, alors c'est pas le sujet, moi, c'est non, la mais c'est- vitesse à laquelle ça se propage, parce que je pense qu'il y a des gars qui ont mal fait leur boulot. Je parle pas des EHPAD, moi, je parle de la gestion de crise. C'est-à-dire une telle déflagration comporte énormément d'éléments radicalement nouveaux. On en a déjà parlé, une forme d'ESG warning, c'est-à-dire que Orpea était plutôt bien noté dans les notations il ESG. était en cours d'ISR immobilier. Voilà, absolument. 15% du capital. Orpea, c'était 4 milliards d'euros de valorisation boursière. 15% du capital qui est bazardé en quelques heures après la sortie du quotidien Le Monde.
Je crois que c'est du jamais vu. Ah bah 67 en 15 jours, c'est du jamais vu aussi. En tout cas dans ce secteur qui est un secteur vraiment assez pépère. Et tu es d'accord avec moi, c'est lié à l'ESG? Ah bah c'est un ESG warning. On avait des profit warning qui pouvaient faire ça. On a parlé de Facebook. Là, c'est un ESG warning. C'est ça, le S de ESG, évidemment. Le reste, on s'en fout. Mais moi, je trouve que c'est fascinant parce que ça remet en question la mentalité française qui cache ses vieux d'un côté, mais qui de l'autre côté pointe du doigt d'un point de vue financier et sanctionne celui qui veut gagner de l'argent sur des sujets. Et alors, c'est le deuxième point, c'est effectivement que si c'est si grave que ça, mais pourquoi les familles n'ont rien dit? Enfin, pourquoi il faut attendre? On ne peut pas dire ça. Tu ne peux pas avoir ce raisonnement, mais tu as envie de dire récupérez votre grand-mère chez vous. Mais oui. Mais quand il y a Alzheimer, non, mais enfin, je sais pas, portez plainte, prévenez la police. Enfin, j'en sais, si c'est si grave que ça. Est-ce que ça voudrait dire qu'en fait, ils sont littéralement abandonnés par tout le monde, y compris par leur famille? Voilà, c'est l'autre sujet. C'est un sujet qui... Ou bien on peut aussi imaginer que la procédure pour déposer plainte, la justice... Non, mais je pense que la vérité n'est pas... Les traitements, on peut aussi imaginer aussi que dans le circuit, il y a un souci. Moi, je pense que la vérité n'est pas tout à fait là. Je rejoins ce qu'a dit mon ami Stéphane tout à l'heure. Moi, j'ai une arrière-grand-mère, enfin l'arrière-grand-mère de mes enfants qui est dans un EHPAD depuis 7 ans, chez Orpea, à Alençon. J'y étais encore le week-end dernier. Et je peux vous garantir, en ce qui nous concerne, on a des équipes fantastiques, on est accueillis, ils font un boulot incroyable. Et moi, ce qui me frappe sur le plan humain, c'est qu'évidemment, le sujet est fascinant sur le plan financier et de voir une telle dégringolade, de comprendre les enjeux et tout ce que ça entraîne derrière. Mais il y a aussi des milliers de personnes, j'ose l'imaginer, en tout cas, moi j'en suis témoin dans celui sur lequel on va depuis maintenant 6 ans, avec des équipes dévouées qui font un boulot fantastique, sans doute avec des contraintes financières, c'est vrai. J'ai discuté avec la directrice de cette Orpea, qui m'a confirmé qu'elle doit remonter 100 000 euros de cash flow chaque mois au groupe. C'est vrai. Oui, mais sur quel chiffre d'affaires? Tu me dis 100 000 euros, mais si je ne sais pas sur quoi ça... parce qu'elle a des dizaines... Non, mais elle a des dizaines de patients, elle a une pression financière et une gestion au niveau, mais moi, je dois reconnaître que les équipes que je vois, même si c'est un mouroir... Eh bien, je constate qu'ils font un boulot assez exceptionnel et on a l'arrière-grand-mère des enfants qui est là-bas depuis 6 ans. Donc, ça ne veut pas dire que c'est la vérité partout. Je pense qu'en fait, ça se passe très bien dans une très, très grande majorité d'EHPAD et que c'est une minorité. Et ce qui est incroyable, c'est la déflagration que ça engendre et l'impact humain. Parce que le choc, il est quand même très violent pour les équipes qui font leur boulot, qui travaillent comme des fous depuis 2 ans dans les circonstances que l'on connaît. En plus, c'est un enfer pour eux quand même. Je crois qu'il n'y a personne qui imagine que ce soit une culture d'entreprise de maltraiter. Non, mais c'est vrai que l'impact médiatique... À chaque fois, c'est une minorité. Aziz, l'impact médiatique laisse penser... Tu vois, ce matin, on en parlait encore. Coriandre, il y a des collectifs. Il y a sans doute... Je dis pas, l'enquête révélera. Il y a sans doute eu des accidents, des tragédies, peut-être. Mais comme on a malheureusement dans toutes nos entreprises, même les entrepreneurs qui sont à la tête, qui ont des milliers de salariés, tu n'es pas derrière chaque salarié. Je veux dire, un salarié qui fait une erreur à un moment donné... Tout sur des centres de profit comme ça. Est-ce que je peux être provocateur? Vas-y, mais on est au bout là. Sur cette phrase, tu la couperas si c'est trop provocateur. Non. Prenez le Covid et les 2 ans qu'on a vécu. Imaginez-vous qu'un hôpital privé ou une clinique privée aurait dû trier ces patients parce qu'en fait, il n'y a pas assez de respirateurs, etc., etc. On sait que c'est arrivé dans l'hôpital public, on sait que c'est une pandémie, on sait que c'est pas la faute de l'État. On parle de la 6e puissance mondiale qui a été, à un moment donné, tellement dans les cordes, comme beaucoup d'autres, qu'ils ont été contraints. Imaginez-vous pour une infirmière ou un médecin de devoir prioriser tel patient. Imaginez-vous si une clinique privée, pendant cette période-là, avait dû le faire ou que ça avait été, en tout cas, dénoncé. Ça aurait été une catastrophe. On est en plein dedans, donc je le redis, attention. La pression qui existe sur les patrons des EHPAD publics, c'est d'être à l'équilibre. Donc la même pression, s'il faut à un moment donné gratter sur la sauce béarnaise du pain, machin, enfin, ils ont la même pression, figurez-vous. On avance sur vos goûts culinaires, la sauce béarnaise. On prendra la baguette chez Leclerc. Voilà, ils auront... non, mais il y a de grandes chances que ce soit une baguette de chez Leclerc d'ailleurs, demain. Bon, les amis, merci infiniment. Merci et on se retrouve demain pour poursuivre ce débat d'ailleurs, parce que demain, Aymeric Préaubert qui vient nous voir régulièrement. Aymeric, donc, c'est Sycomore Asset Management. Il était actionnaire d'Orpea. Il l'a décidé. Ils s'en sont expliqués d'ailleurs, parce que c'est très intéressant, ça aussi, comme sujet. Est-ce qu'il vaut mieux, quand vous êtes ESG, rester pour essayer d'améliorer les choses ou partir parce que vous trouvez ça indigne? Bon débat. Donc, on aura ce débat-là avec Aymeric qui est directement concerné. À demain, les amis.